L'actualité ce 5 mai, le cri de cœur de la CADDL après sa sortie jeudi dernier pour dire non à la restructuration. La coalition des associations de défense pour le droit au logement de l'arrondissement 11 était face à la presse hier. Elle réclame l'appurement du passif foncier au regard des tensions que cela suscite. Les conflits fonciers qui préoccupent justement au département du ministre Clément Sawadgo, le sujet s'est invité aux échanges lors du premier CACEM du ministère qui a fait un point d'honneur au projet de redécoupage du territoire national. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous et bienvenue. La question foncière continue de cristalliser les attentions. Après sa sortie le jeudi dernier, hier encore, elle était face à la presse pour interpeller le gouvernement sur la question dans leur arrondissement. Nous parlons ici de la coalition des associations pour la défense du droit au logement de l'arrondissement 11. Face donc aux journalistes, la coalition a appelé les autorités compétentes à presser le pas pour apurer le passif foncier dans leur zone au regard des tensions que cela suscite, mais aussi pour prévenir les inondations. Elle estime que les parcelles des habitants ont été dérobées et il est temps de les retrocéder. Un ultimatum d'un mois a même été donné au ministère concerné pour agir. Les détails avec Benjamin Kwame. C'est un lieu choisi à dessein pour cette conférence de presse à quelques pas des habitats spontanés dans l'arrondissement 11 d'Ouagadougou. Une manière pour la coalition des associations de défense pour le droit au logement du dit arrondissement de prendre l'opinion nationale à témoin sur le problème de foncier dans le secteur qui n'évolue pas depuis 2003 malgré quelques actions entreprises par les différents gouvernements. Une action donc pour tenter de récupérer leurs terres. Nous avons créé notre coalition, inviter tous ceux qui ont des problèmes de venir pour qu'ensemble nous puissions défendre notre droit au logement. Disons, pour que nous puissions défendre nos maisons, nos parcelles qu'on a volées, pour qu'on nous les rétrocède. Pour apurer le passif, le président du FASO a annoncé 700 hectares disponibles à Ouagadougou et 400 hectares à Bobo-Dioulasso. Bonne foi pour certains, mais la coalition pense à une diversion, car malgré cette annonce, la question divise encore les Burkinabés et elle se veut on ne peut plus claire avec cette sortie médiatique qui sera suivie d'actions très fortes. Que les autorités reconnaissent que les lotissements n'ont pas été bien faits et qu'il va falloir revoir. Les autorités jouent avec le temps. Ce n'est pas pour vraiment prendre ses responsabilités pour apurer le passif. Nous allons mener des actions. C'est à cause de cela que nous disons que nous tenons l'opinion publique à témoin. Nous allons construire nos maisons pour que les pluies ne les coulent pas sur nos familles. Une action qui fait office d'un ultimatum qui tient sur un mois après cette conférence de presse, nous annonce-t-il. Mieux, en appelant les autorités à l'appurement de leur zone, la coalition appelle aussi les ministères en charge des questions sur le cas des inondations dans l'arrondissement 11. L'arrondissement 11, à l'instar des autres arrondissements de la ville de Ouagadougou, est confronté très souvent aux inondations lors des saisons pluvieuses dû à l'abandon de l'assainissement de la ville par les autorités communales. Nous voulons les interpeller pour le cas de Borgo, de l'arrondissement 11, plus précisément. Il faut apurer le passif, vaille que vaille, quelle que soit la manière. Sinon, si nous allons encore rester dans cet état-là, ça serait difficile. Certains ont payé 100 000, 50 000, d'autres y vivent toujours. Et ils attendent. Le gouvernement a lancé la construction d'une gare de train à l'arrondissement 11. La coalition des associations de défense pour les droits au logement appelle également le gouvernement à régler leurs préoccupations avant d'entamer ce chantier qui démarre proprement en 2022. Les conflits fonciers qui étaient au cœur des échanges au premier conseil d'administration du secteur ministériel du ministère en charge de l'administration territoriale. C'est un rendez-vous qui s'est aussi et surtout penché sur le redécoupage du territoire burkinabé, l'objectif étant de rapprocher davantage ces services des populations et mieux assurer la sécurité des administrés. Les précisions de Archimède Boy.
Le gouvernement burkinabé veut réorganiser le territoire national afin de rapprocher davantage ses services des administrés et de faire face aux défis de sécurisation du territoire, des populations et de la cohésion sociale. Pour réussir cette mission, les acteurs du ministère en charge de l'administration territoriale réfléchissent ici à la réforme de l'organisation administrative du territoire national, enjeux et conditions de succès. C'est la thématique choisie à ce premier CASEM, Conseil d'administration du secteur ministériel de 2021. Qui vise à proposer des orientations nécessaires à la réussite de ce processus. Nous sommes au stade de l'élaboration de la feuille de route et les résultats, les conclusions, les recommandations de ce CASEM vont nous permettre de finaliser la feuille de route qui va permettre d'entamer sereinement le processus de réorganisation, de redécoupage de notre territoire. En 2021, plusieurs défis restent à relever pour le département de Clément Sawadogo, notamment la relecture du Code général des collectivités territoriales et du Code électoral, ainsi que la prévention et la gestion des conflits intercommunautaires, miniers et fonciers. Il y a déjà un comité interministériel qui a été déjà mis en place pour aborder sereinement, en tout cas, la question du foncier dans notre pays. Donc, pour notre part, nous allons apporter notre contribution. C'est sûr qu'au niveau de ces CASEM-là, nous allons en parler et pouvoir, en tout cas, mieux contribuer au niveau du comité interministériel qui a été mis en place pour travailler sur la question foncière dans notre pays. Parmi les points à l'ordre du jour de cette rencontre figure la prochaine commémoration du 11 décembre dans la région du Plateau central. Et à ce jour, les préparatifs vont bon train selon la gouverneure de la région. Et à ce sujet, il faut dire que c'est à l'entrée de Vizignaré, l'entrée à un village qui s'appelle le village de Sa. C'est ce village-là qui va abriter la cité des forces vives. À ce niveau, vous avez certainement constaté que des bornes ont été, que la parcellisation a été effectuée et que des bornes sont en train d'être enfouies. Et normalement, la fin de ce processus-là est attendue début semaine prochaine. Enfin, il ressort de ce CASEM que le ministère en charge de l'administration territoriale a atteint en 2020 un taux de réalisation physique de ses activités de l'ordre de 83,32%. Comparé au taux d'exécution réalisé en 2019, l'on note une amélioration de 7,3 points. C'est un arbre à palabres au sens propre du terme. Depuis quelques jours, il suscite des débats à l'arrondissement 12 de Ouagadougou et pour cause, il est situé sur le plan de clôture de l'école primaire Naba Abga. Sur le sujet, il y a les détracteurs et les partisans de l'abattage de ce vieux nimier. Résultat, la clôture de l'école est en stand-by. Mais plus pour longtemps puisque le maire de l'arrondissement dont relève l'école et les parents d'élèves sont d'accord pour le déracinement de l'arbre au profit de la clôture normale de l'école. Toutes les explications avec Alexis Belmnaba. Les riverains de l'école primaire Naba Abga de l'arrondissement 12 veulent sauver un arbre au sein de l'école. L'unique arbre sous lequel les élèves apprennent leurs leçons doit être abattu par l'entreprise chargée de la clôture de cette école. La raison, ce vieux nimier planté il y a 3 décennies par un ancien journaliste Samuel Kendré coïncide avec le mur en construction. Mécontents, les jeunes plaident pour la sauvegarde de cet arbre. Bon, mais en tant que jeunes du quartier et en tant que parents d'élèves, nous, on trouve que c'est mieux qu'on garde l'arbre dans sa position initiale, même si on va essayer de transformer leur trajectoire de construction pour pouvoir préserver l'arbre et ce que les enfants puissent avoir de l'ombre. C'est la mairie qui est responsable de la construction, si je ne me trompe pas. Voilà, et peut-être en partie avec l'APE, puisque la décision ne peut pas être prise sans le consentement de l'APE, voilà. Le maire est bien responsable et il ne s'est pas trompé, et les parents d'élèves aussi. Selon le maire, des échanges ont bel et bien lieu entre l'association des parents d'élèves et la direction de l'école. Toutes donnent un avis favorable pour le déracinement de l'arbre. Et ce qu'il faut signaler, c'est qu'il y a des gens qui ont fait du bas de cet arbre-là un QG. Et un QG au profit de qui? Ce n'est pas au profit des élèves.
puisque ce sont des jeunes qui viennent s'asseoir là-bas pour causer. Et il y a un maquis qui n'est pas loin de là-bas où nous faisons toujours la bagarre avec les tenanciers parce que les clients sont toujours aux abords et sous ces arbres-là pour boire leur bière. Ce n'est pas les parents d'élèves, parce que nous avons rencontré l'association des parents d'élèves. Eux, ils sont pour que nous puissions enlever l'arbre pour clôturer normalement l'école. Nous avons rencontré le corps enseignant et on a eu des échanges par rapport à ça. Malgré la contestation, la décision d'abattre l'arbre sera bel et bien appliquée selon le maire. Donc c'est une décision que nous avons prise et nous l'assumons. Voilà, nous l'assumons parce que nous avons mesuré les bienfaits plus que l'inconvénient. C'est vrai que l'arbre est très capital, mais nous voyons que clôturer normalement l'école au profit de ces élèves-là dépasse la valeur de l'arbre. La vie de nos élèves, la vie de ces enseignants qui sont là-bas, la sécurisation de cette école dépasse la valeur de l'arbre. Et c'est en tant que maman que je parle. Avant d'être l'autorité, je parle en tant que maman. Des arbres sont prévus pour être plantés afin d'offrir de l'ombre aux élèves. Pour le maire, il faut prioriser la sécurisation des élèves car selon lui, beaucoup d'enfants ont été victimes d'accidents causés par le passage des camions du fait de l'absence de clôture. Et pour être complet sur le sujet, on apprend de nos confrères de Radio Oméga que l'arbre qui était sur le point d'être abattu ce mercredi matin a été sauvé de justesse par les agents des eaux et forêts. Un secteur de l'éducation nationale qui, vous le savez, est secoué ces derniers temps par les protestations des élèves contre les réformes des examens scolaires. La manifestation des élèves de ce lundi 3 mai a même chamboulé le programme du ministre Ouattara qui devait rencontrer le Conseil économique et social à propos des assises nationales sur l'éducation de septembre prochain. Finalement, c'est hier 4 mai que la concertation a eu lieu entre l'institution de Moïse Napon et le département de Stanislas Ouattara. À la suite du CES, le ministre s'est entretenu avec l'ANSALBF, l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso. On fait le point de ces rencontres avec John William Sonda. Point de repos pour le ministre en charge de l'éducation nationale le 4 mai dernier. Entre la matinée et la visite au CES et l'après-midi au siège de l'ANSALBF, Stanislas Ouattara s'est surtout attelé à présenter les thèmes de référence des prochaines assises nationales sur l'éducation. Au Conseil économique et social, le ministre s'est surtout réjoui de la disponibilité du président Moïse Napon et ses collaborateurs. Donc, je suis venu rencontrer le président du Conseil économique et social, qui est une structure, vous savez très bien, donc de veille, une structure donc de réflexion, une structure de proposition de solutions dans le domaine économique et social. Et donc c'est une structure qui contribue énormément aux réflexions sur la question de l'éducation de façon générale. Et donc pour nous, c'est une très bonne chose d'être reçu par cette institution et de pouvoir échanger sur les préoccupations du système éducatif et sur l'organisation de ces assises. Structure de veille des différentes politiques de développement de notre pays, le CES, par la voix de son président, a rappelé le besoin ô combien important d'associer tout le monde dans la recherche des meilleures solutions pour notre système éducatif. C'est tout le monde qui rentre dans cette affaire d'éducation. Il ne s'agit pas simplement ni d'un maître, ni d'un parent, mais l'enfant appartient à tout le monde et tout le monde l'éduque. Je crois qu'en touchant toutes les parties prenantes, c'est l'idée d'amener tout le monde à réfléchir et à trouver des solutions qui soient des solutions durables pour que l'éducation de notre pays puisse former des hommes intègres. Quelques heures après le CES, le ministre Stanislas Ouattara s'est rendu au siège de l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina, ANSALBF. À ce niveau, il a également été question des assises nationales sur l'éducation. Au regard donc du rôle que joue l'Académie dans le développement donc, de l'éducation dans notre pays, et c'est pour cela que nous sommes venus donc rencontrer l'Académie, présenter donc la situation, et surtout donc notre souhait c'est de recueillir des membres de l'Académie et donc de l'Académie donc des suggestions, des orientations, des propositions et des amendements
sur nos TDR afin de nous permettre donc de mieux organiser ces assises-là pour le bien du peuple burkinabé et pour le développement de notre système éducatif. À la sortie de l'audience accordée à Stanislas Ouaro, le président de l'ANSAL-BF s'est satisfait de la démarche adoptée par le ministre dans la préparation et l'organisation des prochaines assises nationales. Et nous sommes heureux ce soir, par exemple, que le ministre de l'Éducation nous ait entretenu de ses préoccupations par rapport à ce qui se passe au niveau de l'éducation nationale et en fonction des compétences dont l'Académie dispose et en toute, impartialité, nous allons donner nos avis, nos conseils au ministre. Dans un contexte surtout marqué par les manifestations scolaires et le besoin poussé de réfléchir sur le meilleur système éducatif pour notre pays, le ministre Stanislas Ouaro est à pied d'œuvre pour une meilleure organisation des assises nationales sur l'éducation. En marge de ces rencontres, le ministre a donné sa lecture justement sur les manifestations des élèves dans son département. Si la situation n'est pas à minimiser, elle ne doit pas non plus être amplifiée, a dit en substance le professeur Ouaro, que je vous propose d'entendre. Je ne vais pas minimiser donc ce qui se passe, mais je ne souhaite pas aussi qu'on dise que la crise va grandissante. Aujourd'hui, les élèves sont en classe, ils font cours. Aujourd'hui, aux Zenda, les élèves sont venus, ils étaient en classe. Ce sont les enseignants qui ont dit que hier, ils ont inhalé aussi des gaz. Et donc, ils souhaiteraient qu'on ait des échanges autour de cette question. Et je pense qu'à l'heure où nous sommes, donc le proviseur est en train d'échanger avec ces personnes. Allez-y au Mariennes, il y a le cours qui se passe normalement. Et même vendredi dernier, pendant leur mot d'ordre, là, le Mariennes Gwabi avait fait cours. Donc, je pense qu'il faut qu'on reste mesuré. Parce que si on dramatise, ça peut provoquer un certain nombre de situations fâcheuses sur le terrain. Donc, nous travaillons toujours à sensibiliser les élèves. Et je dis bien sensibiliser, à leur expliquer le bien fondé de ces réformes. Et ça se fait dans les établissements. Nous avons demandé de poursuivre cela et nous n'avons pas de problème particulier. Et ce que je voudrais leur demander, c'est vraiment de se concentrer sur la fin de l'année, pour ce qui est des examens scolaires, mais aussi pour les classes intermédiaires où les élèves ont besoin de passer. Et donc, nous allons continuer de poursuivre le travail. C'est vrai que hier, des élèves ont manifesté devant le Conseil économique et social, nous empêchant donc de mener cette activité. Ça, c'est tout à fait juste. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour poursuivre les échanges. Maintenant, ce que je voudrais dire pour terminer, il faut que chacun comprenne que on a le droit, dans un état de droit, on a le droit de manifester. Et il faut reconnaître aux autres aussi le droit de ne pas manifester. Et donc, nous sommes engagés à ce que tous les casseurs là soient sanctionnés. Donc hier, les forces de défense et de sécurité ont interpellé un certain nombre de jeunes, parmi lesquels il y avait des non-élèves. Annonce de sanctions qui pour l'instant ne dissuade pas. Toujours sur le même sujet, l'information vient de nous parvenir. À Koudougou, les élèves ne démordent pas. Il y a pratiquement une heure, c'était la course-poursuite entre CRS et manifestants. Gaz lacrymogène contre cailloux. Cette situation n'est pas sans conséquence pour les riverains, les usagers de la route nationale numéro 14 et les services administratifs du centre-ville qui eux aussi inhalent le gaz. Des barricades sont même aussi érigées par endroits sur la route. Du côté du Nigeria, ce sont des parents d'élèves en larmes qui ont arpenté les rues hier. Ils réclament une meilleure implication de leurs autorités dans la libération de leurs enfants kidnappés. Il y a exactement 56 jours de cela. Des 39 étudiants enlevés, 10 ont été libérés. Mais jusque-là, silence radio pour ce qui est de la libération des 29 autres. Les précisions de nos confrères d'Africa News. Les jours passent et ils n'ont toujours pas de bonnes nouvelles. Des proches des étudiants kidnappés en mars par des hommes armés dans un collège de l'État de Kaduna ont manifesté mardi à Abuja. But de leur action, obtenir du gouvernement nigérian la libération des 29 étudiants encore détenus par les ravisseurs sur les 39 enlevés il y a maintenant près de 2 mois. Laissez le gouvernement nous aider. Le gouvernement devrait nous aider. Cela fait 55 jours aujourd'hui et cela va faire 2 mois jeudi. Le gouvernement devrait, s'il vous plaît, nous aider. Nous en avons assez.
Nous sommes ici pour faire appel aux dirigeants de l'Assemblée nationale afin qu'ils nous aident pour que ces bandits puissent libérer nos enfants. Nous sommes ici pour lancer cet appel. Nous l'avons déjà fait. Ils nous ont promis qu'ils feraient quelque chose. Au Nigeria, des enlèvements d'étudiants nourrissent désormais un juteux commerce, des libérations étant souvent obtenues après paiement de rançon. Le gouvernement semble avoir choisi la fermeté ces derniers temps, écartant toute négociation avec des ravisseurs qualifiés de bandits qui endeuillent des familles. Je vous assure que nous compatissons avec vous. Nous avons tous des enfants et nous ressentons donc votre douleur. Et je crois que tous les Nigérians de bonne moralité doivent ressentir la douleur de nos enfants en captivité. En avril 2021, lors d'une agression, des dizaines d'étudiants ont été enlevés dans le même état de Kaduna. Certains d'entre eux auraient été tués. Depuis décembre 2020, des centaines d'étudiants ont été enlevés lors de différents incidents dans différentes régions du Nigeria. De retour chez nous au Burkina Faso, l'actualité, c'est également cette sortie médiatique des agents de santé à base communautaire qui crient leur détresse. Une préoccupation que le ministre de la Santé doit prendre à bras le corps au risque de voir éclater des manifestations dans son secteur. Plus d'une année d'arriérés de salaire pour la majorité de ces 16 000 volontaires. Ils n'en peuvent plus afin d'assurer efficacement leur mission et surtout vivre dignement. Ils étaient face à la presse ce 4 mai pour exiger du gouvernement et de leur ministère de tutelle le paiement régulier de leur salaire. Abdourazak Traoré. En 2017, ils étaient exactement au nombre de 17 668, soit en moyenne 2 agents dans chacun de 8 000 villages que compte le Burkina Faso. Eux, ce sont les agents de santé à base communautaire, des auxiliaires de santé pour pallier la carence en ressources humaines et améliorer l'accès des communautés aux services de santé de base. À plusieurs reprises, les acteurs gouvernementaux et les partenaires eux-mêmes ont reconnu l'apport considérable de ces soutiens au système sanitaire. 5 ans après leur avènement, que de promesses non tenues, que d'engagements foulés aux pieds, que de difficultés qui entravent leur pratique. En termes de motivation, par exemple, il est prévu une motivation de 20 000 francs CFA par mois. Mais problème, certains n'ont jamais vu la couleur de ces ressources. D'autres se contentent d'un paiement en retard. Ils attendent depuis 2 ans. Tu fais ton travail, ça fait le 25, tu pars, tu déposes ton rapport. Mais jusqu'à présent, tu peux avoir 12 mois sans gagner ton motivation. Il y a d'autres même jusqu'à présent, depuis leur recrutement, ils n'ont rien eu. Au niveau du région de l'Est, il y a plus de 2 ans de motivation qu'ils n'ont pas reçu. Non, parle pas des remplaçants là. Nous qui reçoivent à tout moment, c'est 12 mois qu'ils nous doivent. Et pour enfoncer le clou, ces agents de santé à base communautaire n'ont pas d'interlocuteur avec qui les préoccupations peuvent être discutées. De toute façon, on ne sait même pas à qui on va se plaindre. On plaint avec nos mazors. Nos mazors partent se plaindre avec le MCD. Le MCD aussi dit que c'est pas là où se trouve le problème. Moins de 5 km, il y a plus de 5 km. Tu n'as pas de moyens de déplacement, plus de 5 km pour venir au CSPS là. Surtout les campagnes là viennent dans la saison pluvieuse. Donc c'est difficile avec nous. Donc il nous a promis ça. Au-delà de la motivation financière qui fait défaut, ils dénoncent la non-disponibilité de certains produits et intrants nécessaires à l'exercice de leur profession. Absence de moyens de protection dans un contexte de Covid-19. Ce point de presse se veut donc interpellateur afin que l'exécutif se penche sur les difficultés citées. Et au titre des revendications, ils veulent un plan de carrière, une déclaration à la CNSS, un paiement au-delà du SMIG, entre autres.
Dernier point de ce journal, c'est une nouvelle technique que l'IST, Institut supérieur de technologie, vient de mettre en place. Success pour les anglophones et Succès pour les francophones est un outil élaboré pour les étudiants afin de les aider à mieux s'orienter au lendemain de leur réussite au baccalauréat. Success concerne aussi les professionnels désirant changer d'orientation dans leur carrière. Le projet a été présenté aux étudiants et chefs d'entreprise le week-end dernier. C'était en présence de Benjamin Kwame qui nous présente l'outil. Abdul Karim Bandé, directeur campus de l'IST Ouaga 2000, en pleine démonstration de ce que c'est que l'outil Success. Son auditoire, des étudiants de l'Institut supérieur de technologie, des étudiants venus d'ailleurs, des chefs d'entreprise et des futurs entrepreneurs. Tous ont les yeux rivés dans leur smartphone pour suivre un aspect de cet outil d'orientation, un test de tempérament. Vous faites le test de tempérament qui est le même pour tout le monde. C'est un test en ligne. Je pense que les invités de ce sont eu l'occasion de l'expérimenter. Il est très aisé à faire et qui va aboutir à 4 tempéraments. Soit vous serez un colérique mélancolique ou un sanguin ou un pacifique. Il y a une combinaison qui peut se faire de ces tempéraments. Et à partir de votre tempérament, nous serons à mesure de vous dire voici les filières où vous devrez faire attention, voici les filières où nous vous encourageons à aller. L'objectif de Success, en clair, est d'aider les nouveaux bacheliers arrivant à l'IST, mais aussi les autres élèves qui souhaitent amorcer les études supérieures. L'idée ici est de les aider à s'orienter dans le bon domaine. L'outil a été conçu dans le but d'apporter une meilleure réponse à la problématique du succès. Voilà pourquoi on l'a baptisé Success. Une des causes de l'insuccès, c'est vraiment le problème de l'orientation. Nous avons beau être brillants, dotés de potentiel, et d'ailleurs je pense que tous les hommes sont dotés de potentiel, mais l'insuccès est dû au fait qu'on n'est pas dans le bon domaine, dans le domaine qui nous correspond. Et nous avons pu nous rendre compte depuis 2018 que la plupart des étudiants qui venaient se renseigner, s'inscrire, ne savaient pas dans quelle filière ils devaient le faire ou avaient des choix arbitraires. Et nous avons commencé dès cet instant à appliquer, en tout cas la démarche que nous avions déjà nous-mêmes acquis en tant que consultant carrière directe. Et c'est ce processus que nous avons affiné, qui finalement est structuré autour de 5 étapes. Ce nouvel outil, qui étend son champ d'action jusqu'au monde professionnel, est révolutionnaire et il mérite d'être encouragé pour être mieux vulgarisé. C'est un outil que je découvre aujourd'hui avec les étudiants. C'est pour cela que je suis venue aussi avec plusieurs collaborateurs pour voir un peu de quoi il s'agit. Et je pense qu'il y a eu un engouement. Il y a eu de l'enthousiasme et même de notre côté. C'est-à-dire nous sommes c'est le FONER, mais on s'est rendu compte que ce n'est pas seulement pour les étudiants. Ça peut permettre aussi aux sociétés, aux entreprises d'analyser la position au niveau de l'entreprise, des différents individus, des différents personnels qui y travaillent. De savoir comment travailler avec le personnel qui est autour de soi. C'est aussi très intéressant pour les lycées. Pour les professionnels, l'accent est mis sur la réorientation dans le cadre d'un recrutement ou d'une promotion interne. Le lancement de Success ou Succès en français vise en somme à éviter que les choix des carrières soient arbitraires. Bientôt, il sera mis en ligne. Et voilà un mot de culture pour véritablement terminer avec l'ouverture de la première édition de la Nuit du Conte. Premier acte pour promouvoir la culture burkinabé. Nous voyons tout cela avec Soto Justin Ndabiré. Le ditanien chanté en langue bobo par les filles et fils du village de Baré à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la première édition de la Nuit du Conte de Baré. La Nuit du Conte de Baré est un événement culturel organisé par l'association Baré Tolo. Elle vise à promouvoir la solidarité et le développement économique et social de Baré par une prise de conscience à travers la culture et la pratique du conte. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de valeurs qui sont en train de disparaître. Voilà, c'est un peu comme notre rôle aussi de mobiliser la jeunesse auprès de ces personnes âgées. Il y aura des personnes âgées qui vont compter et aussi vont s'exprimer en bobo aussi. Et aussi, ils vont essayer de nous donner j'allais dire, des conseils comment un jeune doit se comporter vis-à-vis de son aîné, d'une personne âgée. L'éducation par le conte, gros plan sur les personnes âgées, c'est sous ce thème que s'est tenue la première édition de la Nuit du Conte de Baré. Un thème qui vise à créer une communion entre la jeunesse et les personnes âgées, tout en valorisant les valeurs traditionnelles et sociétales. Les contes étaient jadis utilisés par les anciens pour éduquer les enfants. Mais de plus en plus, on se rend compte que
dans nos villages, les gens ont abandonné cette pratique-là. On ne doit pas donc s'étonner de voir nos enfants indisciplinés. Les contes, c'était des choses et des faits de société observés par les anciens. Ensuite, ils les transformaient en histoire, de sorte à tirer à la fin du conte des enseignements pour la prochaine génération. Je suis vraiment content aujourd'hui de voir qu'à Barré, des associations, une jeune association, l'association Barré Tolo, s'est levée, s'est mobilisée pour relancer l'histoire des contes dans ce village. La culture bobo est une culture extrêmement riche. Beaucoup peuvent apprendre de la culture bobo. Et comme je l'ai dit aussi, la culture, c'est ce qui fait l'essence même de l'être humain. Il n'y a pas d'être humain sans culture, d'une façon ou d'une autre. Nous avons la chance, nous, d'avoir des cultures qui sont riches, qui sont chargées d'humanité, qui sont chargées d'enseignement, qui sont chargées de morale. Il faut que nous fassions tout, comme l'a dit le président de l'édition, pour les maintenir. Pour cette première édition, 3 prix étaient à l'honneur. Le prix Sophie Kam dans la catégorie conte pour le meilleur conteur, le prix Colonel Saïdou Sanou dans la catégorie chanson traditionnelle et le prix Salia Sanou dans la catégorie Bobo Beret qui a récompensé celui qui a convaincu le jury par sa maîtrise de la langue bobo. Vous venez de le suivre, valoriser la culture bobo par le conte, c'est donc l'ambition que s'est fixée l'association Barré Tolo à travers l'organisation de cette première édition de la Nuit du conte de Barré. À travers cette initiative, les organisateurs de cette Nuit du conte de Barré veulent également créer une communion entre la jeunesse et les personnes âgées, tout en valorisant les valeurs traditionnelles et sociétales. Et c'est ici qu'on s'arrête pour les éditions, pour les actualités de la mi-journée sur BF1. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Je vous retrouve demain, même heure, même canal. D'ici là, prenez très bien soin de vous. Bonsoir.